Bonsoir, soyez les bienvenus pour le tout premier numéro du Club de la Presse pour cette année 2023. Au nom de toute l'équipe de Moselle TV, je vous présente évidemment mes meilleurs vœux également aux chroniqueurs présents ici ce soir. Anaïg Haute, bonsoir. Bonsoir, bonne année. Bonne année, la seule femme qui parle à sa monture. Rien d'anormal, sauf quand la monture est un vélo. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de recevoir votre texto. En fait, c'est l'intelligence artificielle qui, au lieu de trapper Jean Fourche, c'est j'encourage mon vélo, donc c'est un peu particulier. Mais en tous les cas, ça fait toujours plaisir. L'automotivation. Voilà. Vianney Huguenot. Oui. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Moselle TV, Bonne entre année. autres. Et si vous n'étiez pas marié, je vous ferai une déclaration, car j'aime de plus en plus vos posts sur Facebook, dont je suis particulièrement fan. C'est sympa. Bonne année et surtout la santé. Et la santé. Et j'invite les téléspectateurs à aller regarder ce post sur cette façon de se saluer en début d'année. Claude Bellet, bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir. Il a connu à tous. quasiment tous les papes et tous les souverains de Grande-Bretagne, évidemment. On va en dire un mot, oui. Oui, on en dira un mot. Et puis Frédéric Schnur, qui lui a des occupations le soir entre les fêtes, dont on parlera dans quelques instants, qui représente Toumez. Bonsoir. Bonsoir, meilleurs vœux à toutes et à tous. C'est parti pour les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs. Et Anaïg Haute, qui nous vient de l'ouest des embruns de la côte bretonne, s'est trouvée à Sarreguemines un nouvel amour avec le carnaval. Je trouve que c'est très sympa. Il revient cette année après 2 ans d'interruption. L'année dernière, si vous vous souvenez bien, on avait quand même eu celui d'Agondange, qui était le dernier de la saison et qui a eu lieu. Là, ils peuvent refaire un peu tous les carnavals. C'est sympa, ça met un peu de bonne humeur, de baume au cœur. On adore les confettis, évidemment, et les chars. Regardez, c'est sympa, ouais. Hop là. Les gens sont sont habillés, sont déguisés, avec de l'ambiance et tout. Ça vous plaît, ça? Ah, moi j'adore. Hein. Oui. On va avec les enfants, c'est la fête, c'est sympa. Non, vous aimez Et puis pas, surtout, vous non, mais je n'ai pas dit que je n'aimais pas. Et puis surtout, c'est le retour à une vie. C'est ça, une vie normale. Et puis de la légèreté, de la fête. Ouais. Je suis sûr que ça plaît à Vianney qui aime ces moments festifs. Je suis totalement d'accord. Ça manque de légèreté. Ce monde manque de légèreté. Ce monde manque d'humour. Hein. Il faut qu'on redéconne un peu plus. Sur le carnaval, pas de sujet, pas de dossier. C'est très sympa, non, très très sympa. Mais je croyais que les filles en particulier n'aimaient pas trop les confettis parce que ça se glissait partout, etc. Donc je suis heureux d'apprendre que alors ça, pas dans les cheveux de Vianney en tout Après, cas. c'est sûr, vous rentrez, la voiture est remplie de confettis. Oui. C'est ça qu'on aime. Quand on va à la plage ou à la montagne, on ramène soit du sable, soit de la neige. Vianney Huguenot, vous avez un coup de cœur pour la promo de la Légion d'honneur du 1er janvier. Oui, pour Nicole Goulin, qui est une Messine, qui est une femme qui a fait vraiment de sa vie un engagement au service de la mémoire. C'était une petite fille en 1940, elle avait 10 ans quand elle a été expulsée avec sa famille, expulsée à Saint-Étienne et puis en Corrèze. Donc elle a vécu des choses très très dures et vraiment elle s'est engagée là-dedans, elle transmet de façon absolument remarquable parce qu'elle sait s'adapter au public, à ses publics, des jeunes, des plus jeunes. Et puis elle le fait avec pourtant elle a vécu des choses terribles quand même, elle le fait avec une certaine bonne humeur. C'est vrai. Vraiment, elle est formidable. Moi, j'ai eu vraiment la chance de travailler avec elle ici pour des reportages aux émissions Moselle TV, France Bleu aussi. On a fait Moselle déracinée avec Nicole Goulin. C'est une femme formidable. Vraiment, elle mérite la Légion d'honneur. Puis, si vous me permettez juste un mot, je voudrais ajouter. Alors, c'est une info un peu plus triste parce qu'il nous a quittés il y a quelques jours. C'était l'un des derniers, malgré nous, en Moselle, Victor Henrion, qui est décédé. Et là aussi, moi, j'avais fait des reportages avec lui. Ce sont des gens vraiment formidables. Et je voudrais juste dire un mot, c'est qu'on a vraiment... On vit aujourd'hui une époque très particulière parce que ce sont tous ces témoins directs qui sont en train de disparaître. Et la puissance du témoignage direct, il ne vaudra jamais le témoignage d'un historien ou d'un journaliste ou même des familles de ces gens-là. Le témoignage direct est quelque chose de très très fort. Donc il faut veiller à les enregistrer. Voilà, donc un coup de chapeau à Nicole Goulin et puis la mémoire donc en l'honneur de Victor Henrion, un des derniers malgré nous. Comme quoi, Vianney Huguenot sait faire la fête mais aussi se souvenir et savoir
savoir quelles sont ses racines. Claude, alors Oui. Claude, vous nous emmenez un peu au-delà du Channel, n'est-ce pas, Yes, où vous trouvez... Au-delà de l'Atlantique. Oui. Ah oui, carrément. Ah oui, puisque vous nous parlez de ce couple royal qui ne l'est plus d'ailleurs. Voilà, donc un coup de gueule, mais en même temps, mon indignation est à la hauteur de l'événement, c'est-à-dire tout petit. Non, je voulais parler de cette nouvelle publication qui embrase apparemment beaucoup de nos médias en France. C'est le 10 janvier. dernier livre du prince Harry d'Angleterre et de son épouse Meghan, qui s'appelle Le Suppléant, parce que tout petit, son père aurait dit que ben voilà, il y a un héritier direct, c'est Andrew, et puis lui, ce sera le suppléant. Alors, chaque fois qu'on parle d'une apparition ou d'une publication du couple Harry-Meghan, on se dit attention, le royaume va trembler, tout ça va s'effondrer, etc. Alors, dans quoi on voit quoi? Rien, presque rien. Le document sur Netflix, rien du tout, rien de spécial. On a eu beau chercher, non, il n'y a rien qui met en cause la royauté. Alors là, le bouquin, on se dit ah oui, ça va être. Alors cette fois-ci, ça va être terrible. Finalement, bon, il y a une petite bousculade entre les deux frères, comme ça peut arriver peut-être à la limite dans certaines familles. Mais enfin, rien. Tout ça pour dire que je suis persuadé qu'il y a eu un arrangement entre les deux parties, si j'ose dire, pour ne pas aller trop loin. Il y avait, vous vous souvenez, dans une interview que le couple avait accordée à Oprah Winfrey, une espèce d'allusion au racisme de la famille royale vis-à-vis de Meghan. Bon, ça, plus rien, c'est fini. Donc il y a forcément quelque chose, un gentleman agreement qui a dû être scellé entre les deux parties. Et puis ce pauvre couple Harry et Meghan qui a besoin de beaucoup d'argent parce qu'ils vivent sur un très 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 grand train de vie, eh bien ils sont bien contents à l'occasion. Là pour le bouquin, c'est 20 millions de dollars, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc on exploite ce petit truc, mais enfin c'est pas très très important. En tout cas, pas de quoi faire l'ouverture de la plupart des chaînes d'infos en continu comme ça s'est passé ces derniers jours. Ça c'est fait. Tacle par derrière de Claude de Bellay vis-à-vis de ses confrères. Ça vous passionne, vous, les petites histoires de la royauté moderne? On suit toujours un peu, il y a un côté un peu majestueux de la royauté, on suit les petites histoires. Après, je suis d'accord que ça fait pas trembler le royaume. Mais en vrai, on clique quand même sur les articles. Ne nous mentons pas. C'est bien. On l'a tous fait. Faut avouer à moitié pardonner. En tous les cas, la royauté ne sera pas dispersée façon puzzle, comme dans un film. Vous voyez où je veux en venir? Parfaitement. Fred Schnur, puisque vous avez des occupations qui ressemblent à celles d'Uranie Tozic, qui nous a confié qu'elle passait beaucoup de temps à faire des puzzles. Uranie Tozic, l'image du journal de Moselle TV. Donc vous avez la même passion. Eh bien, écoutez, alors c'était peut-être une passion, mais j'ai surtout redécouvert le fait de faire des puzzles en famille, et je peux que le conseiller à toutes et tous parce que c'est plutôt sympa. Il y a toujours un qui dit qu'il manque une pièce alors que le truc est tout neuf. Jusqu'au bout, à la fin, on se dit bah non, il en manquait pas. Pourquoi tu nous as embêtés avec cette histoire depuis le début? Non, écoutez, c'est un coup de gueule. Attention, effet spécial. Attention, oui. Voilà, je vais le faire. Vas-y, encore. Très bien, parfait, ne bougez plus. Je regarde quand même Un tout petit peu plus haut. D'accord. Voilà, parfait. Mon œil torve, n'est-ce pas? Parfait. Donc les puzzles Noël de Moselle qui sont, rappelons-le, produits à Bérennes-les-Forbach, et donc c'est un coup de gueule parce que on a passé 3 jours sur ce truc en famille à boire l'apéro tout le temps, c'est dur. Il y a des zones avec plein de trucs compliqués, avec des pièces sombres, etc. Il fait 1000 pièces, je le conseille à toutes et à tous en famille. Mais enfin quand même c'était un peu dur, et ça concerne un truc bien de chez nous qu'on nous enlèvera pas, qui s'appelle le Sentier des Lanternes, parce que cette photo a été prise au Sentier des Lanternes cette année. Sentier des Lanternes qui au passage a fait un carton, puisque 169 703 visiteurs précisément. c'est ça, 150 000 en 2019 avant Covid, donc on peut saluer le score. On peut saluer aussi le fait que c'était quand même très très chouette, et que ça plaît toujours autant, et que ça plaît de plus en plus, et que les gens viennent de plus en plus loin pour venir voir ça, et que au final on se demande si ça va pas devenir trop petit à l'arrière du tribunal, là sur le score Boufflers, s'ils vont pas devoir encore une fois agrandir pour encore recevoir plus de personnes. En tout cas, moi je dis coup de chapeau. Voilà, l'année prochaine, nouvelle scénographie pour le Sentier des Lanternes en 2023, enfin cette année, puisque c'est à la fin de cette année. Et Père Noël, donc, pour le prochain cadeau à Frédéric Schnur, s'il te plaît, Père Noël, un puzzle avec un peu plus de luminosité. Mais sans apéro, on ne boit pas sans l'apéro apéro. quand on fait un puzzle. C'est pour ça que je ne me suis jamais mis au puzzle, d'ailleurs. Monsieur Schnur. Le bon sens près de chez vous. Allez, tout de suite, le premier thème du Club de la Presse. Vous allez voir, c'est un Club de la Presse très politique aujourd'hui.
Et nous allons évoquer l'affaire François Grosdidier, puisque les réquisitions sont tombées dans le procès qui l'oppose à l'association Anticor, soupçonné de prise illégale d'intérêt. Le maire de Metz encourt une peine de 6 mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende, 4 mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour la trésorière de l'association, Marie-Louise Kunz, l'association baptisée Valeurs Écologie. Le procès s'est tenu mardi, ça fait une belle rentrée pour le maire de Metz. Le jugement sera rendu le 7 février 2023. Je me tourne vers vous, Claude, pour avoir à la fois votre avis d'élu, votre avis de journaliste qui a commencé bien avant nous. Quelle est votre lecture? Je pense qu'il faut, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire qui traîne depuis des années, il faut 2011. simplement rappeler qu'on reproche à M. Grosdidier d'avoir pris une partie de sa réserve parlementaire, auquel il avait droit comme tous les députés, puis le sénateur qu'il est devenu, et l'avoir transféré, en tout cas une partie de ses fonds en 2 fois, mais la première fois ça a été amnistié. C'est prescrit. Prescrit, et la seconde fois il restait 60 000 euros que M. Grosdidier, donc de sa réserve parlementaire, aurait versé sur le compte de Valeurs Écologie, une association dont il est le président. Donc il y a eu effectivement d'abord un opposant à porter plainte, ça s'est traduit par un premier non-lieu, ensuite Anticor est rentré dans l'histoire, il y a encore eu un deuxième non-lieu, et puis finalement la Cour de cassation a dit mais tout de même il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, il faut retourner devant une nouvelle juridiction. Donc Nancy a choisi la Cour d'Épinal, qui vient donc de condamner effectivement, en tout réquisition, qui vient de demander une peine de 6 mois de prison et de 20 000 euros d'amende à M. Grosdidier. Alors, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, pour dire juste un mot, la réponse de M. Grosdidier qui dit mais vous voyez, il n'y a pas d'argent et je n'ai pas pris 1 euro dans ma poche. Heureusement, je veux dire, bon. Il n'empêche que cette espèce de manœuvre qui consiste à prendre dans la poche de l'argent public quand même pour la mettre dans une association dont on est soi-même le président, c'est quand même un petit peu hasardeux et un petit peu dangereux potentiellement. Ouais. Mais il faut dire aussi, et j'en terminerai là-dessus, que cette fameuse réserve parlementaire dont maintenant on a quand même... Je voulais y venir. On a gelé un petit peu les conditions d'utilisation. À l'époque où M. Grosdidier a disposé de cet argent, il n'y avait aucune règle. Voilà. Le détenteur de cette réserve parlementaire était libre absolument tout de faire ce qu'il veut. Et c'est ça bien le problème. Je me tourne vers un autre habitué du Club de la Presse, qui a aussi un passé dans le monde politique, puisque je rappelle que vous avez été directeur de cabinet à Saint-Dié-des-Vosges, c'est ça? Et au Puy-en-Velay. Et au Puy-en-Velay, très jolie ville du Puy. Donc vous étiez poneau d'adoption. Ouais, exactement. Quelle est votre lecture sur le sujet et surtout sur le fait qu'en fait aujourd'hui on pourrait condamner François Grosdidier sur des choses, je simplifie, qui étaient très communes à l'époque, qui étaient autorisées. Bien sûr, les réserves parlementaires, c'est-à-dire c'était une somme qui était donnée à chaque parlementaire, épuisée, il donnait soit une collectivité locale, terminait sa salle polyvalente, une association, etc. Ça faisait 130 000 euros à peu près par député et par an, si je ne dis pas de bêtises. Ça naît dans les années 60, je crois, avec Pompidou. C'est Pompidou. Voilà, c'est Pompidou, voilà, qui crée ça. Mais je crois qu'il ne faut pas... la justice passe, c'est très bien, mais il faut pas être hypocrite, je crois, dans cette affaire. On sait comment les réserves parlementaires fonctionnaient. Les réserves parlementaires, c'était quand même, oui, on aidait des communes, oui, on aidait des associations, mais c'était aussi un instrument politique pour le député. C'était quand même, on finançait l'association des copains, l'association des copains des copains. C'est quand même comme ça que ça marchait. Donc, il n'y avait pas de règles, mais ça marchait comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de repréciser cette date de 2011, puisque la transparence totale sur la réserve parlementaire, elle n'apparaît qu'en 2014, avec Claude Bartolone, qui est président de l'Assemblée. Donc, je crois qu'il faut relativiser les choses. Mais après, c'est toujours bien que la justice passe. Et puis, d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel, c'est ce que le procureur dit dans ses réquisitions. Je crois que c'est important parce que c'est aussi une ligne rouge, l'enrichissement personnel, surtout sur de l'argent public. Donc, c'est extrêmement important que les choses soient précisées ainsi. Avant d'entendre une petite précision, sur les sommes que vous évoquez, 130 000, etc. Oui. Je veux dire, le fait d'appartenir à un groupe de la majorité par rapport à un groupe de l'opposition permettait aux députés de la majorité d'avoir une réserve parlementaire bien supérieure. Et pour ceux qui étaient ou chefs de parti ou président d'une commission, etc., le montant de la réserve parlementaire pouvait atteindre des sommes assez considérables. Mais ça pouvait aller jusqu'à 300 000 euros, voilà, par exemple, pour un questeur. Peut-être même quelques fois plus. Donc c'est 130 000 euros, c'est la fourchette basse. Oui. Voilà, simplement. Voilà. Et ça pouvait aller de 300 000, enfin de 10 000 jusqu'à 300 000 en fonction de sa position à l'Assemblée nationale. Je vous propose, avant d'entendre les deux autres chroniqueurs du Club de la
Presse, d'écouter François Grosdidier qui présentait ses vœux hier aux Forces Vives à l'Arsenal de Metz et qui évidemment dans son discours a évoqué ce passage. Avais-je le droit d'orienter les crédits de la réserve parlementaire sur l'association que je présidais ou sur la commune que je dirigeais? La réponse à l'époque était oui. Aujourd'hui, c'est vrai que cette notion a changé. Aujourd'hui, je ne vote même plus au Conseil régional une subvention pour la ville de Metz. Mais même si je devais être la victime expiatoire de la réserve parlementaire, j'ai obtenu la seule chose qui comptait pour moi. La preuve, la démonstration que je n'ai jamais détourné un seul euro d'argent qui m'était confié par mes concitoyens. C'est la base de la confiance. Alors que le but était de me rendre inéligible, procureur pourtant peu complaisant l'a rappelé mardi, une inéligibilité ne saurait s'appliquer qu'à des élus qui détournent de l'argent public à leur profit, qui s'enrichissent, ce qui n'est pas mon cas ni de ma commune. Frédéric Schnur, c'est le point essentiel évidemment de la défense de François Grosdidier, c'est le non-enrichissement personnel. Oui, enfin, il tape à côté, puisque c'est pas ça qu'on lui reproche. Ce qu'on lui reproche, et ce pourquoi il pourrait être condamné à 6 mois de prison avec sursis, c'est quand même d'avoir fléché des fonds vers une association qu'il présidait. Personne n'a jamais dit qu'il avait pris cet argent à titre personnel. Donc sa défense, il l'oriente comme ça pour dire « je suis blanc de blanc et ça fait 40 ans que ça dure », mais en fait, c'est pas ça dont on parle. Ça, c'est une première chose. Petite parenthèse au passage, une cérémonie des vœux 2023 où on insère 5 bonnes minutes à se justifier d'une décision de justice qui n'est pas encore prise, c'était un peu lunaire quand même. Hein. Je veux dire, personnellement, je pense que ça n'a rien à faire là-dedans. Maintenant, à un moment ou un autre, les faits sont les faits. Personnellement, je ne suis pas trop d'accord. 130 000 euros ou 10 euros, c'est pas le sujet. Il y avait une morale qui n'était pas encadrée par la loi et qui donc laissait faire les parlementaires comme ils le voulaient avec cet argent. C'est certain que M. Grosdidier parle de confiance, mais c'est vrai que pour les personnes, c'est aujourd'hui que cette affaire rejaillit et on se rend compte de ces pratiques aujourd'hui si on ne les connaissait pas. Et ça jette quand même quelque chose de sombre sur ces pratiques-là. On a toujours tendance, et on sort d'une ère complotiste assez violente, de dire ils ont dû trouver un autre moyen de continuer, ces gens-là. Et donc, c'est jamais très bon pour le politique et pour toute la noblesse et la nécessité de l'action politique d'avoir ce genre de choses et d'avoir une défense qui dit « je ne me mets rien dans la poche » alors qu'en fait, c'est pas le sujet. Anaïg, est-ce que ça jetterait le trouble sur le maire de Metz si, le 7 février, le tribunal d'Épinal le condamnait à 6 mois de prison avec sursis? Je pense qu'il faut faire la différence. C'est-à-dire qu'il y a le légal, et là le tribunal va parler, c'est bien qu'il passe, et il y a la question de la morale. Et en fait, c'est plus là où c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec le regard qu'on a, on se dit est-ce que c'était bien moral de donner cet argent à une association qu'il présidait? Mais après, c'est vrai que c'était le système de la réserve parlementaire. Il y en a d'autres qui ont sûrement aidé des copains, on le sait. C'est comme ça que ça fonctionnait. Moi, je pense que c'est très bien qu'il y ait plus ce système de réserve parlementaire qui était attribué un peu à droite à gauche. Alors, si vous me permettez, on parle de 160 000 euros sur quelques années, d'accord, pour une association à vocation politique. Pour la famille politique de François Grosdidier de l'époque qui était LR, d'accord, 160 000 euros, quand on voit le nombre d'associations qui ont touché peut-être 500 balles, on peut se poser des questions. C'est aussi ça. Parce que ceux qui organisent l'association, qui font vivre aussi dans les quartiers, les jeunes, les vieux, le sport, peu importe, eux, ils considèrent ces sommes, ils voient ce qu'ils touchent. Et ils voient vraiment plus une question un morale, écart. Finalement, cet écart est monstrueux. Cet écart est monstrueux. Juste d'un mot pour revenir sur le cas spécifique de M. Grosdidier, qui n'est pas le seul à avoir eu des problèmes avec la jouissance de sa réserve parlementaire. Il y a quand même un contexte autour de M. Grosdidier qui a eu déjà des affaires de justice. Hein, alors, nature différente, mais je me souviens de l'emploi d'une voiture. 12 février 2015, condamné pour détournement de biens publics. Voilà, donc il y a déjà une condamnation. Donc, vous voyez, ce procès rajoute quelque chose. Il y a peut-être, la justice le dira, elle l'a déjà dit en partie, elle le dira ou pas la prochaine fois, il y a un petit peu de soufre autour du personnage. Allez, on va passer au dessin de Linding avant de passer au deuxième thème. Ce dessin se déroule sans doute dans l'antichambre du tribunal correctionnel d'Épinal. Prise illégale d'intérêt, 6 mois avec sursis. Et François Grosdidier répond, vous noircissez le trait. C'est parti pour le deuxième thème du Club de la Presse, politique aussi.
Quelques jours à peine après avoir annoncé sa démission à la tête de la région Grand Est, eh bien Jean Rottner a été nommé à la direction régionale du groupe immobilier nantais, immobilier privé nantais, Réalité, assez loin évidemment des raisons familiales évoquées dans sa lettre de démission. Anaïg Haute, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui tirent à la sulfateuse sur l'ancien président de la région Grand Est? Je tire à la sulfateuse sur personne, j'observe, je dirais. Non, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'effectivement, on nous annonce une raison familiale et puis après, on entend qu'en fait, l'avis de la haute autorité sur la transparence de la vie publique a été pris en juillet. Cet été, voilà, en juillet, et a rendu un avis en septembre. Une des questions que ça pose, c'est on laisse partir un président de région qui a forcément eu des informations sur la région. Il part aussi avec des informations qui peuvent intéresser des groupes privés. Oui, puisque ses opposants disent qu'il est tout à fait au courant du schéma régional d'aménagement du territoire et de développement durable. Évidemment qu'il est au courant d'un certain nombre de dossiers. Mais est-ce que ça veut dire, je me tourne vers vous, Vianney, est-ce que ça veut dire politique un jour, politique toujours? Est-ce que je ne prends pas la défense de Jean Rottner, mais ça n'est pas le premier à aller du public vers le privé. Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que finalement on est condamné à avoir cette vie faite de dévotion pour le service au bien du public? Non, mais je crois que c'est une question importante, elle est même d'ordre philosophique, c'est-à-dire sur la liberté individuelle. Un élu n'appartient pas à ses concitoyens, à ses administrés, il est parfaitement libre de faire ce qu'il veut. Et ça, là-dessus, il a tout à fait raison. Après, il y a quand même la concordance des événements, enfin la proximité des événements qui est surprenante. Ou alors c'est une communication complètement foireuse, parce qu'il annonce qu'il s'en va pour des raisons familiales, puis on sait après que la réflexion était déjà entamée en juillet, et puis... c'est un mandat en cours, c'est pas comme s'il avait clos son mandat et qu'il était passé à autre chose après. Oui, mais après, là, chacun est libre. Mais c'est vrai, mais ça pose plein de questions. Chacun est libre. Chacun est libre, sauf que cette région Grand Est, elle a un peu de mal à garder ses présidents jusqu'au bout. Quand on est candidat à la présidence d'une institution de ce genre, on sait qu'on part pour 5 ans. Je veux dire, bon, donc il y a une forme d'engagement. Alors après, De Gaulle qui démissionne en 69, pour des raisons personnelles. Le cas de M. Rottner, que je ne connais pas, mais je suis d'ordre deux raisons profondes à son changement de pied, à son départ. Les Alsaciens en font partie? D'abord, oui, absolument. D'abord, les relations épouvantables, la pression épouvantable qu'ont fait presser sur lui les élus alsaciens. Et deuxièmement, quelque chose qu'on sait un petit peu moins, M. Rottner attendait beaucoup un poste au gouvernement, il attendait le poste de M. Braun à la santé. Et pour des raisons X, il n'a pas été choisi ministre de la Santé. Et je pense que ça, c'est peut-être la petite goutte qui a fait déborder. Il ne faut pas oublier ça. Je pense que si M. Rottner avait été nommé ministre, les choses se seraient passées différemment. Et je crois que ça a été le petit coup décisif. Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que je tape des pieds, je n'ai pas ce que je veux, et après, allez vous faire voir, si je puis me permettre? Je ne crois pas. J'ai pas cette impression-là. Je pense que l'évocation de la raison personnelle et ensuite la communication foireuse qui va avec, ça on peut l'évoquer si vraiment il y a quelque chose et qu'il veut passer à autre chose. C'est vrai que s'il repartait à l'hôpital public, c'est une médecin urgentiste à la base, personne n'aurait moufté entre guillemets parce que... Donc ça vous paraît plus logique? Ça vous aurait paru? Il fait ce qu'il veut, il a la liberté. Mais c'est le poste qu'il va prendre qui interroge, parce qu'effectivement, il a en sa possession des informations, et difficile sera la possibilité qui sera la sienne d'occulter ça de sa propre connaissance. C'est ça qui pose problème. Après, moi, je pense que quand on fait un mandat, on va au bout du mandat. Il le savait, il en a pris plein les dents par les Alsaciens, et pas que par les Alsaciens. C'était pas une habitude, c'était une régularité. Je ne comprends pas, moi. Je suis assez surpris, on va dire, du fait de quitter le navire comme ça. Je comprends pourquoi il le fait en dernière seconde. Je crois d'ailleurs qu'il y a certains commentaires de certains confrères journalistes qui disent s'il avait annoncé ça en juillet, mon Dieu, qu'est-ce qui se serait passé pendant 6 mois pour cette région qui souffre déjà du fait qu'elle ne soit pas définitivement structurée. Par contre, maintenant, on se retrouve une fois de plus dans une situation intermédiaire. Ça fait des années que ça dure, depuis 2015, depuis que, sur le coin d'un bureau, quelqu'un a décidé qu'on allait changer les régions. Vianney, d'abord. Ouais. Non, mais c'est vrai que par rapport à la réflexion tout à l'heure sur son départ et le fait que ça pose une question aussi sur le fonctionnement de cette région Grand Est. Alors, c'est vrai, il y a un problème alsacien.
clairement. Il faut quand même qu'on voit les choses en face. Il y a un vrai problème alsacien qui se prennent pour des Corses ou pour des Bretons. Tout juste, ils ne sont pas en train de nous expliquer qu'il y a une insularité alsacienne. Donc ça devient quand même très compliqué. Mais il faut aussi qu'on se regarde le nombril, notre nombril. Il y a un vrai problème lorrain. Il y a un vrai problème lorrain. Quand je vois que dans la succession de Jean Rotner, il n'y a pas un lorrain de la majorité, on a parlé de François Werner à un moment, je veux dire, et à un moment, c'est pas sérieux. On a l'impression que la Lorraine ne pèse plus du tout dans cette région. Et ça pose quand même un problème. C'est un Alsacien, il y a eu 2 Alsaciens, Jean Rotner s'en va plus ou moins en adoubant un champenois, on est quand même un peu les dindons de la farce. Il faut que les Lorrains se posent des questions à un moment. C'est peut-être ce qui peut arriver de mieux, que finalement la présidence échappe à un Alsacien. Alors effectivement, là, Vianney met en évidence l'absence de politique, de personnages politiques un peu importants. M. Weiten qui était au Conseil général, M. Boll qui était au Conseil régional, tous ces gens-là ont disparu et en tout cas ne souhaitent pas y retourner. Voilà. Donc, mais le fait que ce soit, comme tout le laisse pressentir, que ce soit un champenois qui soit le président de ce conseil. Le maire d'Épernay. Moi, ça me paraît. Enfin, qui ne sera plus maire d'Épernay s'il est élu président. Aujourd'hui. Bon, je crois que c'est peut-être une chance à exploiter parce que, naturellement, le courroux des Alsaciens, il va le ressentir de manière moins forte, moins blessante, etc. Et peut-être que cette période de transition sera utile pour la cohésion, maintenir la cohésion de la région. Peut-être. Vous êtes plutôt optimiste. Nous allons voir le dessin de l'Indingue. Vous avez été tellement bavard sur ces 2 sujets, mais je le savais en vous invitant à ce club de la presse. Grand Est, Rotner part pantoufler dans l'immobilier. Et lui répond, c'est mieux que de patauger dans l'immobilisme. Voilà, on passe à la citation du jour. Comme à chaque fois, depuis quelques semaines, je vais vous faire découvrir son auteur. La vraie liberté se réalise en se mettant au service des autres. Citation faite par un personnage qui était sur le devant de l'actualité ces tout derniers jours. Cahuzac. Non, pas du tout. Moi, j'allais dire l'abbé Pierre, mais il n'était pas dans l'actualité. On est bien. Benoît le pape, XVI. voilà, Benoît XVI. Bonne réponse d'Anna Higuet. Claude Bellet, c'est une citation donc de Joseph Aloysius Ratzinger, dit Benoît XVI, qui n'était plus pape depuis 10 ans déjà. Ça passe très très vite. En tous les cas, on ne mettra pas 10 ans avant de se retrouver. Merci d'avoir participé à ce club de la presse. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci, bonsoir.